Christian, bonjour. Vous étiez au Compas aujourd'hui pour faire une conférence. Alors, on va rappeler que vous étiez enseignant à l'origine, puis ethnologue, c'est ça. Maintenant, vous êtes chargé des sports et de la jeunesse des sports à la direction régionale. C'est ça. Donc, je suis chargé de l'ethnologie. Oui, de l'ethnologie à la direction voilà. régionale de la jeunesse et des sports. Bon, donc ça fait très longtemps que vous faites des recherches, ça fait plus de 30 ans. Oui. Aujourd'hui, vous avez essayé de parler de tout ce qui est le légendaire et la mythologie autour de l'eau, mais plus particulièrement dans le Loiret. Bien que vous ayez quelques exemples en Eure-et-Loir, hein, c'est ça? C'est-à-dire que venant de l'Orléanais, effectivement, j'ai beaucoup plus d'exemples sur l'Orléanais. Et puis, comme j'ai parlé de la Loire, évidemment, on a cette prédominance du fleuve dans le Loiret. Voilà. Mais... Alors, donc, beaucoup de légendes depuis longtemps, au Moyen-Âge, hein, autour de l'eau. Oui, donc, vous pouvez nous en citer quelques-unes? Voilà, si on parle du fleuve, on a déjà une première légende que j'ai développée sur la relation qui était faite entre les crues et le dragon. C'est-à-dire que le fleuve était assimilé à un dragon, un espèce de monstre qui était paisible et qui d'un seul coup pouvait se réveiller et causer des désastres. Et donc, à partir de là, le christianisme a aussi inventé, si on peut dire, des saints qui sont venus pour tuer ces dragons et en même temps donc juguler les crues et lutter contre le paganisme, voilà. Oui. Et donc, dans un certain nombre de communes du Val-de-Loire, on retrouve ces symboliques du dragon, que ce soit à Saint-Mémin. Mais on l'explique ça, en fait, que le dragon avait autant de place dans le légendaire, ou pas? Oui, alors ce qui est étonnant, effectivement, c'est que dans certaines civilisations, notamment la civilisation orientale, le dragon est plutôt bénéfique, c'est la sagesse, alors que chez nous, le christianisme a diabolisé le dragon, qui est devenu synonyme de mal et de paganisme. Alors, vous nous avez parlé aussi pendant la conférence des passeurs. Donc il y a tout un légendaire aussi autour des passeurs, qui sont des personnages finalement un peu inquiétants, un peu angoissants à l'origine. Voilà, c'est ça. Le thème du passage, bien sûr, est un thème qui est éternel. Bon, alors que ce soit au travers des passeurs ou au travers des ponts, on retrouve ce phénomène d'aller d'une rive à l'autre. Et donc, bien sûr, mythologiquement, on arrive à le passage de Charon qui nous emmène en enfer. Et donc on a aussi ce passage toujours entre la vie et la mort. Et donc on retrouve ça un petit peu dans les croyances qui étaient liées aux passeurs, aux vrais passeurs de fleuves en région centre, où on donnait aux passeurs un certain pouvoir. On disait que c'était des gens qui avaient une sagesse, mais aussi qui connaissaient beaucoup de choses. Et donc, il y avait un petit peu comme pour les charbonniers ou comme pour les bergers, on attribuait des croyances spécifiques aux passeurs, qui étaient des êtres à la fois suspects et qui avaient des pouvoirs que les autres n'avaient pas. Et pourtant, on a conservé des passeurs jusqu'au début du XXe siècle, même jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Hein, voilà, effectivement, un certain nombre de ces passeurs ont repris du service pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, ou que vous avez trouvé le plus inédit en région centre dans le légendaire? Sur l'eau ou sur l'ensemble? Sur l'ensemble, sur l'ensemble. Ce qu'il faut déjà bien dire, c'est qu'il n'y a pas de légendaire de la région centre ou de légendaire de la Beauce ou du Perche. Le légendaire est un légendaire universel, et après chaque population, une adaptation, l'a approprié à son territoire. Donc ce qui est intéressant, puisqu'on retrouve les mêmes thèmes légendaires sur toute la Terre, avec effectivement des interprétations qui ont été faites différemment. Et donc sur le thème de l'eau, c'est vrai que c'est quelque chose de très fort, puisque l'eau, voilà, c'est à la fois la vie et ça peut être la mort. Et donc ça, on retrouve ça dans toutes les croyances, dans toutes les traditions populaires, et aussi dans les lieux où il y a de l'eau, que ce soit le lavoir, le puits, la fontaine. Il y a toujours cette ambivalence entre la vie et la mort. Donc on retrouve... Alors vous m'avez cité tout à l'heure des exemples en Eure-et-Loir. Oui, par exemple le culte des fontaines. Il y avait énormément de fontaines avec des saints que l'on allait invoquer pour les maux des enfants, notamment les maux d'entrailles, comme on disait. Les saints des entrailles, on les appelait. D'accord. Et donc, il y en avait un célèbre, aussi bien en Orléanais
que dans le Perche et en Beauce, c'était Saint Mamère que l'on allait invoquer donc pour les maux de ventre des enfants, parce que lui-même avait été éventré, son martyr, et donc il est représenté avec ses viscères dans les mains d'ailleurs. Sympathique. C'est assez glauque. Ouais. Et donc la pratique, c'était d'aller aux fontaines du bon Saint Mamère et de tremper les enfants nus dans ces fontaines pour les guérir. Et bien souvent, c'est ce que dit le journal L'Illustration à la fin du XXe siècle, du XIXe siècle, ou ce que dit Chapizot dans son folklore de la Beauce et du Perche, c'est que l'enfant en mourait. Donc effectivement, c'était un petit peu gênant. Et ici, des exemples, la fontaine de Saint-Audoire à Saint-Pré, la fontaine de Saint-Vigor près de Vers-les-Chartres, oui. Et la fontaine de Saint-Jean-Pierre Fixte près de Nogent-le-Rotrou. Donc ça, ce sont des fontaines qui étaient sous la vocation de Saint Mamère, et on allait donc tremper les enfants pour les guérir. Effectivement. Alors pensez-vous qu'en 2009, il y a encore ce légendaire qui persiste dans l'imaginaire des gens? Heureusement, non, mais bon, j'ai montré des clichés là dans ma petite conférence où on voyait encore notamment en Sologne, des cultes à Saint-Genou qu'on va invoquer pour guérir des articulations. Ah oui. Ou des processions à Saint-Benoît-sur-Loire où on va sortir les reliques de Saint-Benoît justement pour aller invoquer la pluie. Donc il y a encore ce type de pratiques religieuses qui sont quand même encore un petit peu existantes. Mais on ne met plus les enfants dans les eaux glaciers, donc c'est fini. Merci Christian, merci. Voilà. Vous savez, arrive du Vaucluse, et ce saint, il s'est... bien sûr, il a fait parler de lui au IVe siècle en jugulant justement les crues de la fontaine du Vaucluse et en apprivoisant un monstre qui vivait dedans, la couloubre. La couloubre, bien sûr, en occitan, qui n'est autre que la couleuvre. Et là, on retrouve aussi ce terme du serpent qui est très souvent lié aux eaux malfaisantes. Et donc, on le voit ici représenter le bon Saint-Vrain avec la couloubre qu'il a apprivoisée. Et nos braves paroissiens de Jargeau, en l'an 1000, se sont dit, pour nous protéger des crues, parce que le Val-de-Loire, comme vous savez, était quand même assez exposé aux crues, on va aller chercher des reliques de Saint-Vrain, et donc on va se mettre sous la protection de ce bon saint. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont donc été chercher des reliques de Saint-Vrain, fontaine Saint-Vrain, donc là aussi on arrive à quelque chose d'intéressant par rapport au culte des fontaines, et il y avait une croix de Saint-Vrain à cette fontaine. Hélas, la fontaine est actuellement dans un lieu privatisé, et la croix, voilà tout ce que j'ai retrouvé dans un placard de la mairie de Jargeau. Donc je l'expose volontairement pour montrer que ce n'était pas forcément le lieu idoine pour conserver une croix. Et voilà la croix de Saint-Vrain qui était donc à la fontaine Saint-Vrain. Donc pour nous parler encore... Alors hélas, on va voir que les espérances des Gergoliens n'ont pas été tout à fait suivies des faits, puisque voici ce qu'il advint en 1856. La levée a cédé au niveau de Jargeau, et Jargeau a été une des communes les plus exposées aux crues. Voilà les gravures de l'illustration de l'époque. Hein. Donc après ça a recommencé en 66, mais en 56 c'était vraiment Jargeau qui a été une des villes les plus touchées du Val-de-Loire orléanais. Bon, ça c'est une autre histoire, mais c'est pas tout à fait loin, puisque là on a effectivement les réalités néfastes du fleuve. L'église de la Chapelle, et donc la Chapelle, pareil, dans ce lieu vivait un dragon, dans cette grotte de BRR, vivait un dragon qui était immonde, bien évidemment. Les textes disent il infestait tellement l'air que les oiseaux qui volaient là autour tombaient morts sur place, vous imaginez. Et donc, en face de ce territoire de la Chapelle, qui n'était pas à l'époque la Chapelle Saint-Mémin, se trouvait l'abbaye de Missy, qui avait été créée par le moine Saint-Mémin, justement. Et donc le bon Saint-Mémin va traverser la Loire et va terrasser le dragon dans cette grotte de Bérère. Et là, on reprend toujours le même scénario. En terrassant ce dragon, il va mettre fin au culte paganisme qui avait certainement lieu dans cette grotte. Et il amène la paix et la fertilité dans le Val-de-Loire orléanais. Et donc, il y a tout un culte qui se crée autour de ce saint, de cette grotte de Bérère. Ce bon Saint-Mémin avait dit qu'à sa mort, il souhaitait que son cadavre soit conservé dans cette grotte. Il y a bien sûr un culte
qui s'est développé autour de cette grotte, puisque de nombreux miracles étaient réalisés par les restes de Saint-Mémin.